Aujourd'hui, folie furieuse, je speedrun le bac. Le but, c'est de le faire en moins de 20 minutes en écrivant que dans les marges. C'est parti. Alors le bac, premier truc à faire, c'est regarder un peu tous les exos et comprendre s'il y a des difficultés. Ok, on a des probas, un arbre à remplir, on sent qu'il va y avoir en gros quelques trucs à calculer, on sent ici de la proba totale, ça va le faire. Deuxième partie de la question, il y a de la loi binomiale avec des paramètres qu'on nous donne, on cherche des probas, ça va être de la calculette ou bien du calcul peut-être de complémentaire avec P de 0 et P de 1 avec A de 2 ici. On va regarder, on veut ensuite un calcul de n, il y a sûrement du log là-dedans, on verra. Ensuite, exercice 2, bon ça c'était vite fait. Exercice 2, on a une fonction, on va sûrement chercher des limites, oui, la dérivée, tracer un tableau. Ok, easy. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On veut démontrer sur un intervalle qu'il existe une solution, c'est le théorème de la bijection, ça va être très facile, on admet quelque chose, ça va être easy. Question 7, peut-être un truc nouveau, une fonction g qui ressemble à la fonction f avec plus k. Bah, on verra tout à l'heure, au moins on se dit que jusqu'à là c'est du classique et des points faciles à prendre. Donc petit 3, en accélérant un petit peu, si j'ai envie de tenir dans les moins de 10-15 minutes sur ce bac, on a donc 90% de questions, on a un truc FAQ, on sent que c'est bizarre, encore des probas, on en a déjà vu, c'est étrange. En fait, pas du tout, c'est une situation qui est juste décrite par une suite récurrente. On pourrait savoir, si on a un petit peu de culture G, que c'est une suite arithmético-géométrique, et s'attendre à de la résolution par introduction d'une suite auxiliaire, mais en fait, pas du tout. Ce sera ici une formule qui est donnée, parce que le bac d'aujourd'hui, c'est très difficile, et il faudra la démontrer par récurrence. Ensuite, on aura quelques petits trucs à faire qui sont assez évidents. Une autre modélisation par une autre suite, qui est aussi une suite avec de l'arithmétique et un espèce de terme géométrique. Étonnamment, on fera des comparaisons et on verra ce qu'on peut répondre. Dernier exo, là ça nous fait du baume au cœur. On déteste la géométrie 3D parce qu'on n'y voit rien, mais on sait que depuis 2020, 21, 22, tous les sujets sont les mêmes. On reconnaît un point E qui va jusqu'à un truc I, à coup sûr ça c'est orthogonal, ça c'est la distance, on va calculer une aire, puis un volume. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on est content, on fonce et on recommence à la partie 1 pour prendre tous les points rapidement. Alors encore une fois, mon défi c'est de le faire vite, vous rédigez ensuite pendant les 3h40 qui vous restent. Alors 20% des machines sont sous garantie, ça c'est top, c'est un petit 0,2, 0,8, G bar, je mets D, D bar, D, D bar. 0,2% des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie. Alors si je fais un petit dessin pour ça, ce truc là, c'est celles qui sont ici. Ensuite un dessin pour celles qui sont défectueuses, qui sont ces deux-là. Ça, ce sont les défectueuses. Donc on ne se trompe pas, on écrit ici tout simplement la formule de base. Donc on écrit P de G inter D, c'est-à-dire la branche qui est ici. P de G inter D, c'est deux choses, c'est P de G fois P inconnu de G, enfin de D sachant G, et ça nous donne donc que P de D sachant G égale la division de l'une par l'autre, on a un 0,2% sur un 20%. Et ça c'est assez gros, ça fait 1 sur 100 et on trouve 0,01, c'est parfait. La probabilité de P de G bar inter D, celle-ci c'est cette branche-là, on avait déjà cette branche-là, on prend la FPT, la formule des probas totales, qui nous dit que proba de D égale P de G inter D plus P de G bar inter D. Et donc comme ça, on fait la petite différence entre les deux, parce qu'on a les deux autres, et on peut trouver que P de G bar inter D égale 0, non, c'est pas du tout ça, c'est 8,2%. Hop, la proba de défectueux, moins 0,2%, la proba de la branche du haut, et on trouve 8%, soit 0,08. Ça c'est top. Si une machine est défectueuse, là c'est intéressant, on va tout de suite demander P2, hop, G sachant D, donc si une machine est défectueuse, on inverse en gros cette espèce de formule conditionnelle, donc ça c'est un classique, on écrit que c'est P de G inter D, ça tombe bien, on la connaît, divisé par P de D, ça tombe bien, on la connaît aussi. P de G inter D, on a dit que c'était 1%. Et P de D, on a dit que c'était, je sais plus trop, 8%, donc ça fait 0,082 égale 1. P de G inter D, c'est pas du tout ça. C'est 0,002 égale, en gros, 2 sur... je multiplie par 1000 de chaque côté, 2 sur 82 égale 1 sur 41. Ça c'est environ 1 quart, 0,25 divisé par 10, 0,025, donc c'est la B 0,024. Parfait. Ici, petite, on trie, on prend des machines au hasard, c'est donc une binomiale, hop, c'est ce qu'on nous dit ici. Quelle est la binomiale P de x plus grand strict que 2? Je pense que vous avez le droit à la calculette, donc la réponse c'est ça. S'il faut le faire autrement, vous dites que c'est 1 moins P de x égale 0, moins P de x égale 1, ça se calcule aussi facilement à la calculette. Alors on considère un entier n pour lequel la proba que toutes les machines d'un lot de taille n fonctionnent correctement. Ne pas fonctionner c'est p, donc ici on veut que 1 moins p puissance n, ça c'est la proba de toujours fonctionner, on veut que ce soit plus grand que 0,4. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du logarithme, on dit que n log de 1 moins p, donc 1 moins p ça fait 0,918, c'est le complémentaire de 0,082 ici,
doit être plus grand que, on se prend pas la tête, hein, ça doit être plus grand que log de 0,4. Et j'ai pas fait le calcul ici, mais l'important c'est le piège de log de 0,4, c'est le log d'un nombre plus petit que 1, donc on divise, et on divise par log 0,918 qui est aussi plus petit que 1, et donc on obtient log de 0,4 divisé par log de 0,918. On trouve à peu près à la calculette 10,7, il me semble que donc si n est plus petit que ça, le plus grand n possible c'est 10. Voilà. Donc exercice 2, on passe maintenant à l'analyse. On a une fonction x2, etc. Ok, top, limite en 0. Parfait. Limite en 0 de x2, ça c'est 0. Limite de moins x, de moins log de x, pardon, on a moins log de x, qui tend quand x tend vers 0 plus. On sait que log de x en 0 plus, c'est moins l'infini, donc avec un signe moins, c'est plus l'infini. Donc, limite de f en 0 plus égale plus l'infini. Vous rédigez mieux, mais voilà ce que ça donne en gros très rapidement. On vous dit que la limite en plus l'infini, on fait ce truc-là. Alors avant ça s'appelait une question qui rapportait un point. Apparemment maintenant il ne faut plus faire cette démarche, donc je ne sais pas si vous avez des points ou pas pour répondre à la question 2. Peut-être que la question 2 est sur 0, je ne sais pas, mais la division par 0 ce n'est pas autorisé. Donc ici on trouve très bêtement, vu que cette chose-là par croissance comparée tend vers 0, on trouve que le tout tend vers plus l'infini. Alors, f' de x, c'est pas très compliqué, hein. X carré c'est 2x, moins log de x c'est 1 sur x, 8 sur x, on met tout au même dénominateur et on trouve ce truc-là. On est sur 0 plus l'infini, donc on a la chance de dire que ça c'est 2 sur x positif, fois x plus 2 identité remarquable, tout ça c'est positif, fois x moins 2. Donc le truc qui va un peu être le facteur, le point minimal, c'est 2, hop, c'est 0, c'est positif au-dessus, c'est négatif en dessous, on est comme ça, x, f', ça descend, ça monte. On a le minimum, on nous dit de calculer la valeur du minimum, c'est f de 2. F de 2 égale f de 2, c'est pas très compliqué, c'est 4. Oups. 4 parce que x au carré, donc 4 moins 8 log de 2. Et c'est négatif par la calculette. Alors démontrer qu'il y a une solution unique alpha, c'est pas très dur. On dit les trois arguments du théorème de la bijection, f continue sur R plus étoile, on se prend pas la tête, f décroissante stricte sur 0, 2, ça c'est intéressant, et 0 appartient bien à l'intervalle 4 moins 8 log de 2, plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle image qui est ici 0, c'est bien là-dedans, et donc par le théorème de la bijection, je peux dire qu'il y a un 0 ici, associé à alpha. On me dit dans la question d'après qu'il y en a un deuxième en bêta, c'est ce qu'on me dit ici, entre 2 et plus l'infini, il y en a un deuxième, ce qui n'est pas très dur à démontrer en utilisant à nouveau la bijection, mais on ne vous le demande pas. Et on vous dit en déduire le signe de f. Ça c'est pas très compliqué, on voit que f elle a 2 zéros. Donc pour trouver le signe d'une fonction, on marque les zéros, on fait un tableau alpha, bêta, 0, 0. Hop, ça c'est x, ça c'est f. On a dit que f elle était décroissante avant le alpha, donc avant le 0 si elle décroît, c'est qu'elle était au-dessus, donc elle était positive, ça fait moins, ça fait plus. Pour tout nombre réel k, on considère la fonction gk définie par ça, donc en fait c'est la même que f, mais avec une petite translation, donc ça en fait honnêtement c'est f de x plus k. C'est la même, f de x plus k, ça ne change pas la valeur du maximum, enfin ça change pas la valeur, ça change pas l'abscisse du minimum, j'entends. Donc en fait, on a, quel que soit x, gk de x plus grand ou égal à gk de 2, et il faut que gk de 2 nécessairement soit positif, pour que on puisse avoir une fonction qui est tout le temps positive. Donc c'est ce qu'il nous demande ici, quand est-ce que, gk de 2 c'est donc 4 moins 8 log de 2 plus k, et gk de 2 ça sera positif strict, c'est ça qu'on veut? Je sais pas, en tout cas positif, on va dire non strict, si et seulement si k est plus grand que 8 log de 2 moins 4. Et voilà, c'est fini pour cet exercice, il n'était pas très compliqué. Alors ensuite, exercice 3, on nous parle de cette entreprise, on a vu que voilà, il y avait des FAQ qui arrivaient sur un site, en gros d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, pardon, on garde 90% des questions, donc dans le mois n plus 1, il y a 90% de celles de UN, et on en rajoute 130. Attention, les unités c'est les centaines, c'est pour ça qu'il y a du 1,3, ce serait une erreur bête. Donc on a non pas 300, mais 3 pour U1, donc c'est U1, et c'est 3. Donc c'est des centaines, et c'est pas U0, c'est U1, donc deux petits pièges qu'il faut éviter. Calculer U2, on trouve très vite que ça fait 0,9 x 3, 2,7, plus 1,3, ça fait 4. Donc U3 égale 0,9, ça fait 3,6, plus 1,3, ça fait 4,9. Comment interpréter? Le deuxième mois, il y a 4 fois 100, 400 commentaires sur la FAQ, et le troisième mois, il y en a 490. Voilà, c'est pas très dur. Petite récurrence, ok, n égale 1, on va vérifier que 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance 1 égale, ça fait 13 moins 0,9 sur 9, ça fait un dixième, donc 100 sur 10, ça fait 10, ça fait 3. Ah, c'est U1, c'est bon, on a une initialisation. Et ensuite, pour la petite hérédité, donc je la fais ici, j'ai dit que je faisais tout dans les marges. Donc l'hérédité, on utilise d'abord ce truc-là, on écrit que UN plus 1 égale la définition par récurrence, 0,9 fois
j'utilise l'hypothèse de récurrence et j'écris 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance n, et je dois rajouter plus 1,3. Comment analyser ce calcul? Je fais 0,9 fois 13, donc 90% de 13, auquel je rajoute 10% de 13 ici. Ça fait donc 13 au total, ça fait 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 fois 0,9 puissance n, ça fait 0,9 puissance n plus 1, c'est démontré par récurrence. On va dire que la suite est croissante, on sait que 0,9 puissance n, c'est une suite géométrique qui a en gros une raison plus petite que 1, donc ça décroît. Et donc, si je multiplie ça par moins quelque chose de constant, enfin par moins 100 sur 9, donc par un nombre négatif, moins 0,9 puissance n est donc croissante, fois 100 sur 9, ça reste croissante, je rajoute 13, rajouter une constante ne change pas le comportement, ça reste croissant. Donc le programme écrit en Python, on comprend dans ce programme qu'en gros, je veux garder tant que je suis plus petit que p, donc en gros je cherche le moment où je vais être plus grand que p, donc le moment où je suis plus grand que 8,5, que 850, je cherche en gros à partir de combien de mois j'ai plus de 850 questions. Et donc comment on fait? On regarde combien ça fait 13 moins, alors 100 sur 9 fois 0,9 puissance n plus grand que 8,5, si et seulement si, alors on met 13 moins 8,5, ça fait 4,5, 4,5 fois 9, ça fait 40,5, je divise par 100, fois, je passe au log de chaque côté, non, pas du tout, j'ai failli dire une bêtise, supérieur ou égal à 0,9 puissance n, je passe maintenant au log de chaque côté, j'ai 40,5 sur 100 en log, qui est plus grand que n log de 0,9, et on ne se trompe pas à nouveau, on divise de chaque côté de l'inéquation par un nombre, par le log d'un nombre qui est plus petit que 1, donc par un nombre négatif, il faut changer l'ordre, et on trouve que n doit être plus petit que log de 0, alors attendez, si je divise ça par 100, c'est 405 sur 0,9, sur log de 0,9, pardon. Et donc on trouve ce truc-là à la calculette, donc n doit être plus petit que 8,57, voilà. Ou égal, non, voilà, le n qu'on retourne, c'est donc, si c'est le premier tel que on dépasse ça, ça sera 9, on retourne n égale 9. Autre modélisation, on est content, parce qu'ici on nous demande de calculer V1 et V2, c'est pas bien compliqué, hein. On va regarder V1 égale... Oh vous faites à la calculette, il faut des valeurs arrondies au centième, j'ai pas de calculette, vous le faites. V2 égale, c'est pas bien compliqué. En justifiant la réponse, trouvez la valeur telle que Vn est plus grand que 8,5. On l'a déjà fait tout à l'heure, on va le refaire. Ici apparemment on trouve 13, je vous montre comment faire, hein, c'est la même chose. V9, Vn plus grand que 8,5. Si et seulement si. Alors, 9 moins 8,5, on a 0,5 plus grand ou égal à 6 exponentielle de moins 0,19 n-1. Si et seulement si, on arrange un peu tout ça, ça fait 0,5 sur 6, on prend un log, on a log de 0,5 sur 6, ça fait log de 1 sur 12, plus grand que moins 0,19 n-1, donc ça c'est top. On peut maintenant diviser par moins 0,19, on a moins log de 12, donc c'est intéressant, on a n-1 qui est plus grand que log de 12 sur log de 0,19. On a divisé par moins... Mais non, pas du tout sur log 0,19, excusez-moi, divisé par moins 0,19. Log de 12, c'était moins log de 12, divisé par moins 0,19, les moins s'annulent, ça fait 0,19, il y a le moins 1 ici qui devient plus 1 ici, et donc ça fait 13,07 plus 1, 14, donc j'ai n plus grand que 14 strict. Voilà, donc c'est à partir de n égale 15, ça c'est facile. Alors parmi les deux modélisations, laquelle conduit à procéder plutôt à la modification, il y en a un qui nous dit que c'est à partir de n égale 15, l'autre qui nous dit que c'est n égale 9 en gros. Dans ce cas c'est simple, hein, c'est le premier modèle. Pour quelle modélisation y a-t-il le plus grand nombre de questions sur le FAQ à long terme? Là il faut calculer la limite. La limite de ça c'est pas très dur, ça c'est une suite géométrique, ce petit bout là c'est une suite géométrique de raison exponentielle moins quelque chose, donc un truc de raison plus petit que 1, ça tend vers 0, Vn tend vers 6. Celle-ci c'est la même chose, raison plus petite que 1, oups, et donc ça tend vers 0, donc 13. Un tend vers 13, Vn tend vers 6. Hop. Ça vous donne la réponse à la question 2. Et voilà, donc là on y est presque, j'ai plus qu'à faire le dernier exercice. Est-ce que j'ai réussi à tenir mon défi? Je suis à 14 minutes, je vais jamais réussir à faire en 15 minutes, c'est horrible. Peut-être qu'au montage vous verrez pas que j'ai triché à certains moments. Et donc donner dans un repère les coordonnées du point E, C, G, donc on a compris I, l'intersection, etc. Ok, donc ça c'est pas très compliqué, E c'est 1, 0, 0, C c'est 1, 1 et puis 0 parce que ça monte pas du tout, G c'est le truc qui est tout au bout, donc c'est 1, 1, 1. Qu'est-ce qu'on a à faire? Représentation paramétrique de EC, qu'est-ce qu'on dit? On dit que EC, en fait on a le vecteur EC qui est le vecteur 1, 1, 0. Pas du tout. Je me suis complètement trompé depuis tout à l'heure, c'était 0, 0, 1.
Heureusement que je m'en suis rendu compte ici, c'était complètement faux. Donc 1, moins 0, 1, 1, moins 0, 1, 0, moins 1, moins 1. Et on dit ensuite, bon bah ok, c'est facile. Représentation paramétrique. Représentation paramétrique, ça va être M appartient à la droite, si et seulement si EM est parallèle à EC, si et seulement si il existe un T tel que, alors EM, M c'est X, Y, Z, E c'est 0, 0, 1, donc j'ai X égale Y égale Z moins 1 égale, donc Z égale 1, plus, et ensuite on prend le vecteur directeur 1, 1, moins 1, donc c'est plus une fois t ici, plus une fois t et moins une fois t. Voilà, x égale t, y égale t, z égale 1 moins t, je l'ai un peu fait super vite. Démontrer qu'elle est orthogonale au plan GBD, donc ça c'est pas trop compliqué, pour montrer qu'on est orthogonal à un plan, il suffit de montrer qu'on est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc on prend deux vecteurs, on prend BD typiquement, hop, je calcule ici BD qui est égal à, bon c'est facile, hein, c'est 1, 0, 0, moins 0, moins 0, 1, 0 égale 1, moins 1, 0. Hop. Voilà, j'ai BD ici, et ensuite j'ai, bon, je peux faire BG si vous voulez, BG, qui est égal à 1 moins 1, ça c'est intéressant, ça fait 0, et ensuite, ben, 1 et 1. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le produit scalaire de 1, 1, moins 1 par 1, moins 1, 0, ça fait 1 plus moins 1 plus 0, ça fait 0, et l'autre ça fait 0 plus 1 plus moins 1, ça fait 0. Avec ce produit scalaire, c'est OK. Ensuite, justifier de l'équation cartésienne, c'est pas trop compliqué parce que vu qu'on a 1, 1, moins 1 qui est en fait un nombre, un vecteur normal, je peux écrire que x plus y moins z égale constante égale xe plus ye moins z2. Et ça c'est 1, 0, 0, ça fait 1. On va dire que le point, montrer que le point i est pour coordonner 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, ça il faut dire que i appartient à la droite. Donc il existe t tel que x égale t, y égale t et z égale 1 moins t. On détermine t comment? On sait que ça appartient aussi au plan. Donc on dit qu'on a t plus y t plus, non, moins en l'occurrence z qui vaut 1 moins t égale 1. Donc c'est l'équation du plan qui est ici. Donc je trouve 3t égale, en l'occurrence 2, t égale 2 tiers. C'est top, parce que si t égale 2 tiers, vu que x égale 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers, je trouve exactement ce qu'on me demande. On va dire que la distance du point E au plan est égale à 2 racines de 3 sur 3. Bah ça va pas être trop compliqué. Vu qu'on a montré que la droite était orthogonale, on sait que EI est, enfin la distance EI est le proche orthogonal, donc la distance la plus courte c'est EI, et EI, bah, on a le point E, on a le point I, on fait juste un calcul de norme. On écrit le vecteur EI qui est comme ça. Donc I c'est 2 tiers, ok, 2 tiers moins 1, ben 2 tiers. L'autre c'est 2, enfin moins 0, pardon, 2 tiers moins 0. Donc c'est 1 tiers moins 1, moins 2 tiers. C'est super, ça c'est 2 tiers fois 1, 1, moins 1. Là, donc sa norme, pas très compliqué. La norme c'est quoi? C'est 2 tiers fois la norme de 1, 1, moins 1, c'est racine de 1 plus 1 plus 1, c'est racine de 3. Hop. La racine de 3 c'est facile, ça fait 2 tiers de racine de 3. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, c'est top. Démontrer que BDG est équilatéral, franchement là c'est pas très compliqué, vous faites un argument de géométrie, vous dites on a un cube avec des carrés de face 1, donc des diagonales de taille racine de 2, et donc les trois côtés sont de taille racine de 2. Un triangle qui a trois côtés égaux, c'est un triangle équilatéral, petit raisonnement rapide. Ensuite on vous dit calculer l'aire du triangle BDG, bon bah c'est pas trop compliqué, hein. Vous faites vous calculez la hauteur, donc en gros on veut GJ, pour calculer ça on fait GJ carré égale BG carré, je sens que je perds un peu le rythme en fin de vidéo, BG carré moins BJ carré, et donc ça fait 2 moins, ça c'était racine de 2 sur 2, le tout au carré, c'est donc 1 demi, et donc le tout est 3 demi, et donc GJ égale racine de 3 demi. Hop, c'est très moche que j'ai écrit, racine de 3 demi, ça nous donne une petite hauteur très facile, et donc une R qui est R racine de 3 demi fois, ensuite la base, racine de 2 égale le tout sur 2, donc égale racine de 3 sur 2. Enfin, le volume d'un tétraèdre, donc on veut la base fois la hauteur, on a la base qui est par racine de 3 sur 2, on fait ça fois 2 racines de 3 sur 3, on a dit que c'était un tiers de tout ça. Top, ça fait donc 2, 3, ça dégage, racine de 3, ça dégage, ça fait un tiers. Et voilà, fin du bac. Ah putain, le speedrun le plus difficile, je suis explosé. J'aurais fait un peu moins de 20 minutes, peut-être qu'au montage, je dirais des trucs où je parle trop, mais normalement sans tricher.
ces 19 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et il n'y aura peut-être pas de PDF cette semaine parce qu'il est dégueulasse. Mon défi de le faire dans les marges, ça a des conséquences sur un PDF pas très propre.